Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question de la démocratie. En effet, les votations fédérales ainsi que les accords bilatéraux mettent en évidence le rôle du peuple suisse dans les prises de décision. Vous le savez, en Suisse, chaque décision est soumise à la population, soit par l'intermédiaire d'initiatives, soit par l'intermédiaire de référendums. Ainsi, l'adhésion ou non de l'Union européenne ne dépend pas uniquement de la volonté de certains acteurs, mais bien de la volonté du peuple suisse. Or, de nombreux arguments sont formulés à l'encontre de cette adhésion, à commencer par la neutralité. Il est en effet annoncé par les opposants que la neutralité serait remise en question, la Suisse ne pouvant intégrer l'Union européenne sans renoncer à cette dernière. Or, vous le savez, la Suisse pourrait tout à fait adhérer à l'Union européenne sans renoncer à sa neutralité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Autriche, aujourd'hui membre, et pourtant membre de l'Union européenne. En effet, la politique de défense et de sécurité commune de l'Union européenne ne porte pas atteinte au caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. C'est l'article 42 du droit de l'Union européenne. Autre argument, la question des salaires. En effet, vous le savez, aujourd'hui, la Suisse est un îlot de cherté, on perçoit des salaires plus élevés, mais on paye aussi bien plus cher les différents produits que l'on consomme. Or, certains craignent qu'en adhérant à l'Union européenne, ces salaires soient nivelés vers le bas pour harmoniser l'économie au niveau européen. Difficile de savoir exactement ce qu'il en sera en cas d'adhésion. Concernant la TVA, même constat, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, actuellement de 8%, pourrait être doublée, atteindre 15% en vue d'un équilibrage avec les autres pays pour favoriser la réduction du protectionnisme. Or, on sait que cette taxe est celle qui pèse principalement sur les ménages à revenus modestes, qui sont obligés de dépenser une grande partie de leurs revenus pour leurs besoins de consommation. Ainsi, on fragiliserait encore un petit peu plus la situation, parfois déjà précaire, de certains ménages. Et c'est quelque chose qui est craint par une partie importante de la population, tout comme la question des salaires, puisqu'on touche ici directement au porte-monnaie des Suisses. Toujours en parlant de porte-monnaie, on pourrait parler du franc suisse et de sa possible disparition. En effet, l'adhésion à l'Union européenne est présentée par les opposants comme un renoncement au franc suisse, et avec lui, un renoncement à la politique monétaire indépendante de la Suisse, qui aujourd'hui s'en sort plutôt bien. Or, vous le savez, en cas d'adhésion à l'Union européenne, la Suisse ne serait pas forcée d'adopter l'euro. Aujourd'hui, certains États membres, comme le Danemark et la Suède, ne l'ont pas fait. Anciennement, le Royaume-Uni avait lui-même décidé de conserver la livre. Ça ne signifie donc pas que l'on soit obligé de renoncer à tout cela. Du point de vue de l'immigration et de la criminalité, c'est aussi une grande inquiétude qui, disons, est l'un des sujets de prédilection de certains partis politiques, à l'image de l'UDC. Encore une fois, la question n'est pas ici de savoir si l'UDC a tort ou a raison, mais force est donc de constater justement que certaines de ces initiatives ne s'harmonisent pas avec le droit européen. La limitation de l'accès au territoire pour certaines parties de la population, cette question de migration, contrôlée ou non, est problématique du point de vue du droit de l'Union européenne. Et donc, on craint, avec l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, que la Suisse doive accueillir plus de migrants et que ce soit la porte ouverte vers l'afflux massif d'étrangers de tout pays qui viendraient s'emparer des emplois suisses, semer la pagaille, la discorde et détruire notre beau pays de l'intérieur, comme en témoigne cette image, celle du mouton noir que vous connaissez sans doute tous, mais aussi celle-ci, stopper l'immigration massive avec cette menace représentée en noir qui vient fouler le sol blanc et rouge de la Suisse, ainsi que cet arbre dont les racines, encore et toujours noires, vient démanteler, briser le socle suisse. Bien évidemment, on parle ici de peur, la réalité est sans doute tout autre, mais encore une fois, il s'agit d'événements sur lesquels on ne peut que difficilement se prononcer de manière certaine. Enfin, fin de la démocratie directe, puisque, en effet, par la reprise automatique du droit, la Suisse reprend tacitement les lois qui sont élaborées par l'Union européenne, quand bien même elle n'a pas pu participer à leur élaboration. En d'autres termes, rappelez-vous-en, tout État candidat, s'il est accepté, doit intégrer le droit européen à son propre droit, sans possibilité de renégociation. Ce qui s'est décidé avant, avec les 27 ou avec les 28, du temps où ils étaient 28, est automatiquement accepté par le peuple suisse. Ce qui va à l'encontre directe de la démocratie suisse, puisque la Suisse se prononce, à travers sa population, toujours sur les différents objets qui lui sont proposés. Et donc, ce serait une certaine forme d'entrave à cette démocratie. Pourtant, on peut prendre le contre-pied en disant qu'aujourd'hui, la Suisse ne participe pas
aux prises de décision de l'Union européenne, qui apparaît comme l'un des piliers majeurs de l'économie mondiale et de l'influence mondiale. Ainsi, elle perd elle-même en influence et la question de sa souveraineté est un petit peu noyée finalement dans cette non-participation aux définitions européennes et à l'orientation de la politique européenne. Inquiétude donc, mais inquiétude que l'on peut aussi discuter. Mais la question qui se pose maintenant, si tous ces arguments sont évidents, c'est qu'est-ce qu'une démocratie? Pourquoi la démocratie est-elle si importante pour le peuple suisse? La démocratie passe par différents éléments. Le premier, c'est la souveraineté du peuple. Le souverain, c'est le peuple, c'est pas un roi, c'est pas un président. C'est l'ensemble de la population, la somme de tous les individus qui expriment sa volonté. Et vous le voyez aujourd'hui, le peuple suisse est bien souverain, c'est lui la plus haute instance du pays. 63% des citoyens suisses exercent d'ailleurs leur droit de vote et d'éligibilité qui est acquis à partir de 18 ans. Tous ne le font pas, c'est aussi une possibilité, mais en théorie, il s'agit d'un devoir que chaque Suisse est, disons d'une certaine manière, contraint d'assumer. On a différentes élections, différentes votations qui sont proposées jusqu'à 4 fois par année sur une quinzaine d'objets. Vous voyez dans certains cantons, Appenzell-Rhodes intérieur ou Glaris par exemple, les électeurs se réunissent encore sur la place de la Landsgemeinde pour voter à main levée. Cependant, de plus en plus, on développe la technologie pour permettre à chacun d'exercer son droit sur la politique fédérale à travers d'autres moyens, par exemple le vote électronique, qui peine encore à se mettre en place compte tenu de la difficulté de garantir la sécurité des votes. Au-delà de la souveraineté du peuple s'ajoute le respect des droits de l'homme. En effet, pour qu'on parle véritablement de démocratie, les hommes doivent être libres et égaux en droit en fonction justement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, dans certains pays, ces droits ne sont pas encore totalement respectés, comme en témoigne cette illustration, ce qui met en évidence justement des écarts par rapport à la démocratie telle qu'elle est présentée, la démocratie telle qu'elle est pratiquée. Autre élément, la séparation des pouvoirs. Vous le savez, le pouvoir est divisé. Le pouvoir exécutif qui met en œuvre les lois, le pouvoir législatif qui crée les lois et le pouvoir judiciaire qui veille à l'application des lois. Ces éléments sont séparés à tous les niveaux. Au niveau de la commune, par exemple, on a une assemblée primaire ou un conseil général pour le législatif et un conseil communal pour l'exécutif. Au niveau du canton, c'est le Grand Conseil pour le législatif et le Conseil d'État pour l'exécutif. Et au niveau de la Confédération, c'est l'Assemblée nationale qui comprend le Conseil national et le Conseil des États et le Conseil fédéral pour l'exécutif. Ainsi, cette séparation des pouvoirs garantit une certaine forme de neutralité, puisque à l'époque où un roi exerçait tous les pouvoirs, il était à la fois juge et bourreau, ce qui pouvait poser problème en termes de partialité justement. Parlant de démocratie, on parle toujours d'état de droit. L'état de droit, c'est l'idée que les compétences des différents organes de l'État sont précisément définies et les normes qui édictent ne sont valables qu'à condition de respecter l'ensemble des normes de droit supérieur. Donc au sommet de cet ensemble pyramidal figure la Constitution qui va régler les engagements internationaux, la loi, les règlements. Et à la base de la pyramide se trouvent toutes les décisions administratives et les conventions entre personnes de droit privé. En d'autres termes, ce que vous faites avec vos voisins, vous pouvez le faire dans la mesure que le droit plus large le permet. Tout ça est un ensemble qui s'inscrit dans la Constitution. Avant-dernier élément, la question du pluralisme. Le pluralisme, c'est un système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions et de leurs représentants. Ça peut paraître évident, ça ne l'est pas forcément, tout simplement parce que dans certains pays, l'opposition est constamment réprimée et ne peut pas s'exprimer. Or, pour qu'on parle de démocratie, il faut que tous les partis puissent siéger et s'exprimer comme bon leur semble et représenter de cette manière l'intégralité de l'opinion des citoyens. Aujourd'hui, vous le savez, certains partis dominent particulièrement, notamment l'UDC, le Parti socialiste, mais également le Parti radical libéral ainsi que le Parti démocrate chrétien, mais d'autres partis sont à prendre en compte dans le cadre des décisions au niveau suisse. Enfin, dernièrement, donc, la protection des minorités, cela fait également partie de la démocratie. Une démocratie qui persécuterait une partie de sa population ne peut que difficilement être considérée comme une démocratie. Qu'en est-il donc en Suisse? En Suisse, vous le savez, nous fonctionnons par démocratie. Démocratie représentative dans le sens où nous élisons, en tant que peuple, des élus qui vont eux-mêmes rédiger et voter les lois. C'est ce que vous voyez d'ailleurs sur ce graphique. Le peuple suisse choisit ses représentants.
Mais c'est aussi une démocratie directe à travers deux instruments que vous connaissez, le référendum pour commencer, qui est l'un des principaux instruments de la démocratie directe, puisqu'il permet au peuple de se prononcer sur certaines décisions du Parlement. Un référendum populaire, toutefois, est facultatif. Il peut être lancé par tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote, Suisse et Suissesse de l'étranger inclus, se fait par l'obtention de signatures qui ne peut commencer qu'après que la loi ou l'arrêté contesté ait été publié dans la feuille fédérale, et le comité dispose alors de 100 jours pour récolter 50 000 signatures nécessaires et les faire valider par les communes et les déposer à la chancellerie fédérale. Ainsi, si une décision a été prise par le gouvernement sans que le peuple ne soit d'accord ou consulté, chacun a la possibilité de le contester et de le faire passer en votation. L'autre instrument que vous connaissez, c'est l'initiative populaire. Une initiative populaire fédérale, c'est un moyen qui permet aux citoyens de modifier la Constitution fédérale. Pour qu'une initiative populaire aboutisse, les initiants doivent récolter dans un délai de 18 mois 100 000 signatures de personnes ayant le droit de vote. Au niveau de Suisse, la démocratie est notamment représentée par le Conseil fédéral, que vous connaissez, je l'espère, à peu près tous. Vous le savez, 7 conseils fédéraux auxquels s'ajoute une 8e personne, M. Walter Thunherr, PDC, qui est chancelier de la Confédération et qui, d'une certaine manière, dirige l'état-major du Conseil fédéral, en assistant le président de la Confédération et le Conseil fédéral, participant aux séances hebdomadaires du Conseil fédéral et secondé par des vice-chanceliers durant ces séances. Il a une voix consultative et peut faire des propositions. Aujourd'hui, la présidente de la Confédération, c'est Mme Simonetta Sommaruga, qui exerce son pouvoir en 2020, puis le transmettra à quelqu'un d'autre à partir de 2021, puisque vous le savez, la présidence varie. Qui sont donc ces 7 conseillers fédéraux? J'espère que vous les connaissez, en tout cas de nom. Si ce n'est pas le cas, en voici un bref résumé. Vous avez de gauche à droite Viola Amert, qui est PDC, à la tête du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Monsieur Guy Parmelin, département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, UDC. Madame Simonetta Sommaruga, département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, PS et présidente. Monsieur Uli Maurer, département fédéral des finances, UDC. Monsieur Alain Berset, dont on a beaucoup parlé actuellement avec la crise sanitaire liée au Covid-19, département fédéral de l'intérieur, PS. Monsieur Ignacio Cassis, département fédéral des affaires étrangères, PLR. Et enfin, Madame Karine Keller-Souter, département fédéral de justice et police, PLR également. Vous le voyez donc, 2 UDC, 2 PS, 2 PLR, un PDC, ou une PDC pour être exact, et un deuxième PDC avec M. Thunherr, qui est le chancelier, représentant ainsi les grands partis suisses. Ainsi, cette démocratie aujourd'hui s'exprime dans ses relations avec l'Union européenne. La Suisse et l'UE discutent dans le cadre des négociations sur l'institutionnel sur la mise en place de mécanismes pour une application uniforme et efficace des accords bilatéraux existants et futurs. Mais vous le savez, cette situation pose quelques problèmes. En effet, on parle d'adhésion depuis bien longtemps et cette adhésion semble assez peu probable dans l'immédiat. Et pour cause, si l'Union européenne souhaiterait sans doute voir la Suisse adhérer, la Suisse n'est pas encore prête ou ne s'en sent pas prête en tout cas à le faire. Comme en témoignent d'ailleurs ces caricatures assez explicites sur la capacité de la Suisse à faire d'une certaine manière mariner l'Union européenne dans son refus, pour l'instant en tout cas, de s'exprimer. Ce que l'on retrouve également sur ces deux caricatures qui en témoignent relativement bien. Puisqu'aujourd'hui, l'objectif c'est de discuter justement comment les accords sont-ils adaptés au niveau européen et au niveau suisse, notamment la votation contre l'immigration de masse, qui a été acceptée par la population suisse, mais qui va à l'encontre de certains préceptes de l'Union européenne. Il y a aussi toute la question de la surveillance des applications. Comment assurer l'application homogène des accords bilatéraux? La question de l'interprétation. Comment assurer une interprétation homogène des accords bilatéraux? Et la question du règlement des différends. Par quels moyens régler les différends entre la Suisse et l'Union européenne? Un ensemble d'éléments qui font actuellement l'objet de négociations, mais qui sont malgré tout relativement bloqués, puisque l'Union européenne refuse que la Suisse
choisissent l'Europe à la carte. Et c'est un petit peu ce qu'elle a fait à travers ces accords bilatéraux, sélectionner ce qui jouait pour elle et ce qui l'avantageait. D'où la critique formulée par l'Union européenne. Voilà donc ce que nous pouvions dire de démocratie. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Comme toujours, je reste à disposition pour toutes vos questions. La prochaine fois, nous parlerons de l'engagement de la Suisse en Europe. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.